Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau petit podcast cette fois-ci. Je vais m'y tenir. Un podcast où on va parler un petit peu, ou en tout cas on va se référer à mon petit voyage que j'ai fait maintenant il y a déjà un bon mois au Mexique. Un petit voyage de 3 semaines. Et durant ce petit voyage, j'ai profité de un peu observer les motos. Parce que je me disais qu'il y aurait sûrement un petit peu de choses exotiques par rapport à ce que nous, on a l'habitude en Europe. Et en fait, j'ai pas du tout été déçu. C'est-à-dire que on est dans un tout autre monde en termes de moto. Et on va un petit peu en parler. J'ai fait mes petites recherches quand j'étais sur place. J'ai un peu observé, etc., etc. Et j'ai quelques anecdotes un peu, voilà, comme ça, vous savez un peu comment ça se passe dans un autre pays, parce que c'est toujours intéressant. Déjà, parlons un petit peu des marques. Parce que, en fait, les marques là-bas, c'est tout différent. C'est-à-dire que on trouve quelques marques qu'on a chez nous, très connues, on en trouve, mais c'est plutôt rare en fait. J'en parlerai un peu plus tard. Là-bas, ils ont vraiment, de ce que j'ai pu remarquer, 4 marques principales qui vont couvrir, je pense, 95% des véhicules à 2 roues du pays. Et alors, je vais vous dire tout de suite, on va faire d'abord ces 4 marques, parce que c'est assez marrant. En gros, il y a ce qu'il faut se dire au Mexique, c'est que, en gros, la cylindrée va tourner autour de 100 cm3, voire même plus petit, puis il y a des petits scouts et tout, de ce que j'ai pu voir, à 300, voire 400 cm3. Donc en gros, pour la plupart, si tu as une 300 ou une 400 cm3, tu as parmi les véhicules les plus puissants qui se font là-bas. Ce qui est assez fou, hein. Chez nous, c'est de l'entrée de gamme, tu vois. Chez nous, à partir de 18 ans, tu prends un 300-400, ça va te permettre de faire ton permis. Mais après, tu peux passer à beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant. Mais là-bas, non. Là-bas, ils sont vraiment sur ce modèle de véhicule plus petit, mais donc aussi qui coûte moins cher parce qu'effectivement, je pense que financièrement, ils ne pourraient pas se permettre d'acheter les mêmes véhicules que nous, malheureusement. Donc voilà, j'ai tout d'un coup, en fait, dans une des villes où on a visité, on est passé devant un garage où, en fait, c'était un de ces garages où ils vendaient un peu de tout. Et parce que, en fait, j'ai continué à observer durant tout le voyage, parce que j'ai quand même fait 3 semaines, donc voilà. Et pour finir, j'ai remarqué qu'en fait, ce garage vendait plus ou moins tout ce qui se vendait en termes de motos mexicaines. Alors, je sais pas si c'est des marques mexicaines, hein, je suis pas allé dans le détail. On va vraiment prendre les trucs en gros, hein. Le but, c'est vraiment juste de voir un peu de ce que j'en ai pensé. Je suis pas allé faire une étude de marché parce que pour finir, c'est des véhicules auxquels on n'a absolument pas affaire et donc c'est pas spécialement intéressant d'aller savoir en détail. Mais en tout cas, voilà, c'est assez intéressant. Donc la première marque que j'ai notée, c'était la marque Vento. Alors ça s'écrit Vento. Et déjà sur cette marque-là, quand tu vas voir sur le site, alors j'invite tout à fait à aller voir, faire un petit tour sur les différents sites si vous êtes intéressé de voir ce que c'est. Ils ont un petit peu de tout en fait. Ils ont donc du roadster, ils ont du type un peu plus sportif, ils ont des scouts. Maintenant, si je mets par exemple la Urban Sport, qu'est-ce que c'est là? Urban Sport, voilà. Par exemple, ici, ils ont la Cyclone. Cyclone 150, Cyclone 200. Il y a la Falcon 200, la Nitrox 200 RZ, la Tornado 250. Te tue, ils en ont beaucoup. La Falcon 250. Bref, il y en a encore. La Hyper 280. Ça, c'est de la puissance. Et en fait, donc, vas-y, prenons la plus puissante. Donc, allons sur la Falcon. Ça prend un peu de temps à charger. Donc voilà, on est sur quelque chose. Voilà, 280 cc, 140 km/h de vitesse max. Elle peut faire 35 km par litre. C'est bien ça. Ça m'a l'air assez économique quand même là, hein. Et elle a 25 chevaux. Donc voilà,
Après, elles ont l'air bien équipées, il y a du LED et tout. Enfin voilà, c'est des looks assez, quand même assez modernes. J'aime bien, c'est un petit design, tu vois que c'est un peu recherché. Et donc voilà, il y a tous ces modèles. En fait, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est vraiment que toutes ces marques que je vais vous présenter, en fait, tu es bloqué jusqu'à environ 300 cm3. Parfois, il y a des exceptions, mais ça rend le truc assez drôle parce qu'en fait, vraiment, on est dans un tout autre monde. Donc ça, c'était la première. On va vite passer aux différentes. Donc ensuite, tu as la marque. Alors celle-là, je sais pas comment elle se prononce. Baya, on va dire. Ou Baja, ou Bajaj. En gros, c'est B-A-J-B-E. Non, qu'est-ce que je raconte? En gros, B-A-J-A-J. Voilà, j'ai réussi. Donc cette marque-là, aussi de nouveau, alors le site est pas incroyablement fait, mais tu vois, ils ont par exemple la Pulsar P50. Vraiment, je survole les trucs parce que pour finir, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour voir la tête des véhicules. Mais en gros, voilà, tu vois, la Dominar 400 cm3, Avenger 220, on dirait une genre de Harley Davidson. Ensuite, on a un genre de roadster, le Platina 110 ABS. Et il y a le quoi? Le CT 125X. Et donc, c'est toujours des motos assez petites, assez légères, qui coûtent pas spécialement cher, hein. Est-ce que là, j'aurais un... Alors, peut-être si on va sur le Platina, donc il y a un 125. Est-ce qu'il y a un moyen... Ah voilà, je demande d'explorer. Et ça, par exemple, que ce soit cette marque-là ou la Vento, ah ouais, alors là, je sais pas dans quel pays je suis venu en termes de monnaie. Donc, vu que ça coûte 70 000, je sais pas ce que c'est. Mais de nouveau, c'est toujours des véhicules assez petits. J'ai aussi remarqué la marque Veloci. Alors, c'est vélo comme vélo et CI à la fin. Euh, J'aime bien le petit côté italien, tu vois, le nom un peu à la italien. À noter ici que sur ce site-là, c'est velocimotors.com.mx. Donc là, on sait bien qu'on est vraiment au Mexique. Donc peut-être qu'ici, on pourra plus facilement... voilà, qu'est-ce qu'on peut... Une Street Sport. On va regarder chez Street Sport du site. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, la Mentor 250, GTR 250R. Et elle coûte 59 000 dollars mexicains. Ça doit être des pesos. Ah oui, pesos. Je pense que ça doit être ça. Donc voilà, c'est pas énorme, hein. Alors je vais vite voir pour faire le calcul. Parce que pour finir, ça faut que je vous le raconte aussi. On est allé dans un genre de petit supermarché. Enfin petit, non, c'était une de ces grandes surfaces. Comme on pourrait trouver la Migros ici ou Carrefour en France, par exemple. Et ils avaient en gros en fait, ça ressemble plus si on pense à un carrefour, par exemple, où c'est vraiment, il y a juste la grande surface, il n'y a rien d'autre. Et il y a genre un couloir devant les caisses sur tout le long du bâtiment, avec plusieurs entrées. Et parfois, ils mettent, mais donc du côté extérieur, donc du côté avant que tu rentres vraiment dans le magasin où tu achètes des aliments et tout ça, ils mettent encore des trucs en vente. Il y a parfois des machines à laver, ou j'ai déjà vu des trucs comme ça. Et ben, dans un de ces magasins, t'avais des motos. Donc tu pouvais acheter des motos, elles étaient en action. J'avais fait une photo, c'était complètement fou. C'était genre à 10 000 pesos, je crois. Et donc ça équivalait, je crois ça équivalait à environ 1000 francs et quelques la moto, quoi. Tu vois. Donc t'avais je sais plus ce que c'était comme cylindrée. Je crois que c'était une 200 cm3 pour environ 1000 balles. Euh, donc assez stylé. Voilà, prenons maintenant ici. Donc là, on va voir 59 000. Donc 59 999. Voilà. En francs suisses, on est à 3 133 francs 90 environ. Donc c'est assez peu cher, hein. Franchement, on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Purée, là, une Agressor ZX-2 250R.
Donc voilà, il y a plein de modèles. Je vous laisserai aller regarder un petit peu. Moi, j'avais un peu scrollé dessus. Et puis vraiment, tu trouves vraiment de tout. Tu trouves des motos un peu plus typées voyageuses, aventure. Tu trouves effectivement beaucoup de roadsters. C'est ce que tu vois principalement. Tu vois aussi quelquefois des sportifs qui ont vraiment un bon petit look, tu vois. Mais après, tu remarques tout de suite, voilà, c'est des 300 cm3, c'est des 250. Donc c'est pas de la vraie sportive, tu vois, comme nous en Europe, on pourrait connaître. Mais ça change pas que c'est vachement drôle à voir parce que c'est vraiment tout un autre univers. Et la dernière marque, et celle-ci, elle m'a beaucoup fait rire parce que en fait, elle s'appelle Italica, donc Italika. Et là on est sur de la marque à l'italienne, tu vois. Il y a Ducati, il y a Aprilia et il y a Italica. Déjà, il y avait le petit drapeau italien quoi sur les motos, donc vraiment ils voulaient mettre en avant le côté italien, donc tu vois, qualité italienne, voilà, la classe à l'italienne. Les véhicules sont vraiment jolis. Je trouve il y a vraiment un bon petit design. Maintenant, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que chez les roadsters, ils ont la ligne, enfin ils l'appellent Linea Z, donc et c'est une gamme de motos de la série Z en gros. Euh, alors, moi, ça m'a tout de suite sauté aux yeux parce qu'en fait, ça me rappelle une autre marque que nous, on a beaucoup plus en Europe. Hein. Voilà, hein, Kawasaki. Et ce, à tel point qu'en fait, souvent, j'ai vu dans la rue, parce que il y a pas mal de motos, elles n'avaient pas spécialement le modèle qui était noté dessus, donc tu savais pas trop ce que c'était sans aller trop regarder. Et puis bon, tu veux pas non plus trop aller coller tes yeux sur une moto, etc. Voilà. Et en fait, il y avait souvent un véhicule que je voyais qui était la 125Z. Et je me disais, est-ce que ça, c'est Kawasaki, tu vois? Est-ce que c'est Kawasaki qui, parce il y a beaucoup de modèles de nos marques qui ne se vendent pas en Europe, mais qui se vendent en Asie, qui se vendent. Et je me disais, est-ce que c'est le modèle, c'est un modèle peut-être bas de gamme à la Z125? Et vu que la Z125 existe chez nous sur cette forme-là, peut-être que, comme non, pour dire que c'était la même chose à peu de choses près, mais voilà, qu'ils l'avaient appelée la 125Z. Mais en fait, pas du tout. C'est une autre marque, c'est Italica qui les fait. Et franchement, alors ça fait un petit peu, ça fait pas très haut de gamme, mais les motos sont assez jolies, mais ça fait un petit peu plagié sur les bords, en tout cas au niveau du nom. Hein. Parce qu'après, voilà. Et par exemple, alors je sais plus sur quelle marque c'était, je crois que c'était sur la marque Vento. Par exemple, ils avaient une Adventure qu'ils appelaient, donc une moto plutôt voyage, alors 300 cm3 de nouveau, hein, on parle pas de gros moteurs. Et quand tu regardais le phare avant, ça te faisait penser un petit peu à la GS, quoi, de chez BMW. Donc voilà. Après, est-ce qu'on appelle ça du recopiage ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est assez drôle comme. Tu vois, je sais pas si c'était fait, si ça c'était vraiment voulu ou ils se sont dit, oui, il y a la Z125 qui marche très bien, bah faisons la 125Z. Je sais pas. Mais en tout cas, par exemple, cette 125Z, il y en avait énormément. Ça, t'en voyais vraiment beaucoup et tout. Donc c'était très cool. Il y avait aussi un autre véhicule. Alors je sais pas si je vais le réussir à le retrouver. Parce qu'Italica me semblait assez implanté. Enfin, j'en ai vu beaucoup. Voilà, c'était celle-ci. Alors j'ai juste cliqué dessus. C'était une genre de super mode. Comment ils les appellent? Voilà, les DM. DM. Et puis il y a DM 150, 200, 250 et 250X. Donc là, voilà, c'est des genres de petites supermotes très colorées, bleu, jaune fluo et tout. Donc le look hyper sympa et ça t'en voyais aussi énormément. Maintenant, je vous disais, il y a quand même quelques grandes marques. Ça, on va quand même dire important parce que voilà, les quatre marques dont je vous ai parlé maintenant, c'était les modèles que tu voyais plus. C'est vraiment, t'en voyais partout. Après, voilà. Après, il y a quand même des exceptions. On voyait beaucoup de Honda aussi, pour les marques que nous, on connaît. Honda, mais surtout des scooters. J'ai vu beaucoup de scooters Honda, les petits, vraiment les tout petits scooters Honda qui se vendent aussi chez nous. Genre, par exemple, je crois le 110, le Honda que j'avais essayé et que je n'ai plus le nom exactement. Le Vision 110, je crois que ceux-là, j'en ai vu quelques-uns. Et après, tu avais aussi quelques Kawasaki. Alors, ma copine et moi, d'ailleurs, on a vu une Ninja 300. Donc ça, c'est très cool. Tu vois, moi j'en ai une aussi.
j'ai presque voulu aller dire au gars, bon, j'étais pas sûr que c'était lui le propriétaire parce qu'il y avait un type pas loin, mais je pense pas que c'était lui le propriétaire de la moto, mais je voulais aller lui dire, et j'en ai aussi une de celle-là. Mais effectivement, on a vu chez Kawasaki Ninja 300. J'ai vu une CBR 600R, donc la Sportive 600 de chez Honda, mais là on parle de... C'est extrêmement rare, hein. On est vraiment sur des trucs extrêmement rares. J'ai aussi on a croisé sur la route parce qu'on a fait beaucoup de routes, on a croisé, alors je suis pas certain parce qu'elle est passée assez vite, mais je crois que c'était une Suzuki GSX 750S. Donc ça aussi très sympa, c'était assez au début du voyage. Et dans une des villes, et ça parce que autant tu vois ces petits moteurs, ça fait pas un bruit incroyable, ça te fait pas te retourner, mais dans une des villes, tout d'un coup, j'entends un bruit, un gros bruit bien sourd, d'un bon gros 4 cylindres. Et là je regarde, et là je vois une R6 qui passe. Je crois que c'était les années un peu 2007-2009, voilà. J'étais là, oh oui, ça fait du bien. Ça, c'est un bruit qui me manque. Un beau bruit de 600 4 cylindres. Ça m'a mis une petite larme à l'œil parce que vraiment, c'était exceptionnellement rare. Et après, tu voyais encore j'ai encore vu un groupe où il y avait par exemple deux 1200, enfin des GS 1200. J'ai vu une Adventure aussi, c'était un même groupe, mais ça, là, tu voyais que c'était des étrangers qui voyageaient. J'ai aussi regardé aussi pour la location de moto, comme ça, par pur intérêt. Et effectivement, par exemple, tu pouvais louer des GS 1200 pour faire un road trip au Mexique. Donc, assez sympa. Voilà. Donc, ça aussi, si quelqu'un est intéressé à le faire à moto, il y a moyen de louer des très bonnes motos. Après, le prix, faut quand même, ça coûte quelque chose. Après, je pense que c'est quand même mieux de louer au Mexique qu'autre part, quoi. Et là où ce qui peut encore être intéressant et ce qui, dans les différentes anecdotes que j'ai pu voir en termes de moto, déjà, j'ai pas vu un seul accident de moto. Alors, on a fait beaucoup de routes. Euh, Quand tu vois comme les gens se comportent à moto, ils sont très prudents dans leur façon de rouler. Mais en fait, ils roulent de manière prudente et calmement pour le 99%, mais avec une inconscience terrible. C'est-à-dire que en fait, au terme d'équipement, au Mexique, et je suis allé regarder sur Internet, selon ce que j'ai trouvé, le casque n'est pas obligatoire. Du moment où le casque n'est pas obligatoire, il n'y a rien qui est obligatoire, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, et ça s'est avéré extrêmement juste, plus tu te rapprochais des villes, du moment où tu passais dans une petite ville ou voilà, enfin petite et moyenne ville, voire grande ville, presque tout le monde avait des casques. C'était genre 99,9% des gens étaient avec un casque sur la tête. Après, c'était short, t-shirt, claquette, voilà. Hein. Pour le reste, on n'en parle même pas. Mais au moins, ils avaient un casque, tu vois. Et dès que tu quittais et que tu allais à la campagne, le casque n'existait plus. Et c'est assez fou parce que tu te dis, est-ce que c'est un manque de formation? C'est un manque... Je sais pas. Je sais pas comment ça se fait. Et là, on parle de peut-être 50 km, tu vois. 50 km, t'es dans un petit village, il n'y a pas un casque, rien. Hein, tu vois pas une moto et tout d'un coup, tu te rapproches de la ville et là, c'est casqué. Je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de police ou... Mais théoriquement, vu que c'est pas obligatoire, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que les gens sont plus attentifs en ville, qu'ils sont plus prudents? Est-ce qu'ils sont mieux formés au danger? Je ne sais pas. Je ne m'explique pas pourquoi, vraiment, à la campagne, tu avais zéro casque, alors que parfois, quand je te dis à la campagne, on est à 30 minutes de route d'une ville, tu vois. Donc on n'est pas à des kilomètres, tu vois. Mais il y avait vraiment ce truc-là qui faisait jour et nuit. Tu comprenais pas pourquoi. Et c'était presque spécial, quoi. C'était vraiment, tu t'arrivais à une certaine distance de la ville et bam, casque partout. Et dès que tu t'éloignes d'une certaine distance de la ville, bam, il n'y a plus rien. limite, tu te dis, les gars, ils enlèvent les casques dès qu'ils sont à plus de 30 km de la ville ou quoi? Comment ça se passe? Mais bref. Donc ça, c'était assez fou. Et
En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que nous, on a principalement pris des grandes routes pour rejoindre. Et donc, c'était des routes. Alors, bon, tu sais jamais trop à quelle vitesse tu as le droit de rouler, etc. Mais en moyenne, ça roulait quand même à un bon 110. Donc, c'était des bons petits équivalents d'autoroute, quoi, si ce n'est. Voilà. Et faut imaginer que c'était donc l'équivalent d'un autoroute, sauf que t'as pas de zone intermédiaire par rapport au contresens. Donc, tu pouvais te dépasser. Quand tu te dépassais en contresens. Et donc, il n'y avait qu'une seule voie, entre guillemets, de route dans un sens. Et après, il y avait encore une zone d'arrêt, si jamais. Et cette zone d'arrêt, c'est là où roulaient les motos. C'est-à-dire qu'en fait, 90% ou 99% des motos n'arrivaient pas à suivre le rythme ou ne suivaient pas le rythme. Alors, je ne sais pas si c'était peut-être parce que souvent, ils n'étaient pas casqués dans ces zones-là. Ils ne suivaient pas le rythme des voitures, donc ils roulaient moins vite. Ils n'arrivaient pas à rouler à la même vitesse. Et donc, ils restaient toujours à droite sur la entre guillemets, bande d'arrêt d'urgence pour être en sécurité, quoi. Et donc, c'est assez étonnant parce que pour finir, en fait, dans toute cette. T'avais l'impression qu'il n'y avait pas énormément de règles sur la route. Et dans tout ce manque de règles, etc., et pour finir, tout le monde savait la place qu'il avait et restait à sa place dans 99% des cas. Et donc tout se passait bien en fait. C'est assez étonnant parce que parfois quand on voyait rouler ou machin, tu disais mais on va voir quelques accidents, c'est pas possible et tout. Mais rien du tout. Alors peut-être qu'on a eu juste de la chance, hein, peut-être que quelqu'un d'autre y va, il en verra plusieurs, tu vois. Mais moi pour le coup, voilà. Et après, tu as aussi le phénomène où tu te dis, tu vois des gens à moto qui sont trop nombreux. Alors de nouveau, c'est pas comme parfois il y a un peu ces clichés enfin clichés, je sais pas si c'est des clichés, j'y suis jamais allé mais en Inde ou dans les pays d'Asie où tu vois des motos où il y a 15 personnes dessus, j'exagère un petit peu. et où tu te dis déjà mais comment le véhicule il tient tout ce poids-là. Là, on n'est pas du tout sur ce niveau-là, mais on a vu plusieurs fois, surtout à la campagne de nouveau, on a vu des familles entières sur une moto. Donc ça veut dire qu'il y avait papa, maman et les deux enfants qui étaient souvent assez en bas âge, hein. Souvent on parlait de entre 8 et 10 ans, comme ça. Pas du tout, qu'est-ce que je dis 8 et 10 ans? Entre 4 et... Ouais, il y avait tous les âges, mais jusqu'à 10 ans en tout cas, il y avait des enfants. Et qui étaient soit sur les genoux du conducteur, soit sur les genoux du passager, ou sur les deux quand il y en avait deux. Et tout le monde sans casque, et tu disais, oh là là. Tu passais à côté et tu disais, oh ici un accident, mais quel carnage, quel carnage. Et après, t'arrivais en ville, et ça, ces scènes-là, tu les avais aussi en ville, mais souvent en ville, au moins il y avait des casques, quoi. Tu disais, bon, un petit peu mieux. Un chouïa mieux. Donc ça, c'est tout des trucs. En fait, c'est tout un autre univers, la moto. T'as l'impression, pour beaucoup, hein, pour énormément de gens, que la moto est un moyen de locomotion pas cher. Et je pense qu'il y a beaucoup moins cette passion de la moto qu'on peut avoir nous en Europe. Eux là-bas, je pense qu'ils kiffent leur moto, qu'ils kiffent rouler avec, comme nous on aime rouler, et comme nous on aimerait rouler avec, je pense, n'importe quel cylindré, parce qu'il y a le kiff de la liberté, etc. Mais eux, ça va quand même être plus quelque chose aussi de financier et de pouvoir se déplacer voilà, sans avoir trop de coûts, etc., etc. Et donc aussi, tu voyais beaucoup de... ce qui arrivait aussi souvent, c'était des tricycles. Deux roues à l'avant, une roue à l'arrière. Et en fait, la partie arrière, parfois c'était vraiment une moto à qui on avait enlevé la roue avant, les suspensions avant, qu'on avait accroché un genre de chariot, un peu vraiment le bricolage du dimanche. Et on utilisait ça soit pour transporter des gens, soit pour transporter de la marchandise. Ça aussi, on en a vu quelques-uns. Il y avait bien entendu aussi des modèles où tu voyais que ça, c'était des modèles plutôt officiels, où c'est la marque, s'il y avait des marques qui créaient comme ça des tricycles. Mais il y en avait tu voyais, c'était du bricolage fois 1000. Ils avaient pris une vieille moto ou une truc, ils avaient enlevé la roue avant, machin, ils l'avaient fixé comme ils pouvaient, et puis ça se conduisait un peu à l'arrache. J'ai vu des trucs où vraiment tu voyais que c'était du bricolage fois 1000 au niveau aussi après des freins, machin et tout. Enfin, des trucs où tu dis, oh là 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 là. Comment ça peut être sécure ce machin? Mais donc voilà, c'est très très drôle parce que en fait, tu vois tout un autre univers et tu vois plutôt quelque chose comme tu t'imagines dans les pays un peu plus pauvres, hein, on va dire les choses comme elles sont.
où effectivement, bah, les gens, ils vont beaucoup plus bricoler, les motos vont être de moins gros cylindrées, mais quand même très efficaces et permettre de pouvoir se déplacer, etc. Parce que, je veux dire, on va pas se mentir, hein, si il ne s'agit que de se déplacer, vraiment, le but, c'est d'aller d'un point A à un point B. Théoriquement, avec une 125, tu peux déjà tout faire. Tu n'auras même pas besoin d'acheter plus qu'une 125. Maintenant, effectivement, l'autoroute en 125, tu es quand même un peu en fond de balle. Donc, disons, tu prends une 300 cm3, tu peux absolument tout faire avec. Tu vois. C'est juste que dans nos pays, ça marche pas de la même façon. C'est-à-dire que ben, même si tu prends une 300 cm3, elle sera jamais aussi bien équipée qu'une 1000 cm3 de la même marque. Tu vois. Ce qui est un petit peu dommage, tu vois. Tu pourrais avoir des très bonnes suspensions, plein d'équipements électroniques et tout, voilà. Et souvent, ben, les véhicules de plus petite cylindrée, c'est comme de la gamme en dessous, c'est de la moto pour se mettre, enfin, c'est des véhicules qui sont là pour apprendre et se mettre à la moto, mais après, le but, c'est quand même de passer à plus gros. Quand tu compares, par exemple, chez Kawasaki, quand tu compares la Versys, qui est la moto de voyage, la 650 et la 1000, en termes d'équipement électronique et tout, c'est le jour et la nuit. Et c'est méga dommage, tu vois, parce que la 650, en termes de moteur, ce serait déjà un truc parfait pour faire des road trips, pour pouvoir se déplacer, aller au boulot, machin, de manière très à l'aise, etc. Et pourtant, bah, par exemple, régulateur de vitesse et tous ces trucs, bah, sur les modèles actuels, ils les ont toujours pas. Alors que sur la 1000, c'est déjà parce que voilà. Bah, ils se disent, ben, nous, ce qu'on veut, c'est que c'est la 1000 qui achète, qui prend ce truc. Ici, j'ai l'impression que, bon, le haut de gamme, pour la plupart des véhicules, on est plus, ben, dès du moment où tu as une 300-400, tu es déjà dans un peu ce qui se fait de mieux. Et puis après, ben, bien sûr, tu peux quand même aller auprès des grandes marques, mais même là, je sais pas à quel point tu arrives à trouver facilement, par exemple, un revendeur Kawasaki ou un revendeur Honda. Enfin, comment, tu vois, par exemple, celui que j'ai vu qui avait une Honda CBR 600R. Je sais pas, parce que tu vois, j'ai jamais vu un concessionnaire moto Honda, par exemple, ou Kawasaki, ou comme ça. Tout ça, j'en ai pas vu du tout. Alors qu'on a traversé plusieurs villes, tu vois, donc potentiellement, voilà, on aurait pu en voir, mais rien du tout. Donc, je sais pas si quand tu veux un véhicule comme ça, par exemple, tu dois le faire importer des États-Unis. C'est une possibilité. En tout cas, c'est vraiment tout un monde. Et c'est un monde où effectivement, il y a peut-être moins ce côté passion. La protection est beaucoup moins stricte, voire pas stricte du tout. Pour dire, alors déjà, vu que les casques n'étaient pas obligatoires, ben, ouais, genre la moitié de ce que j'ai vu n'en avait pas. Et bah, par exemple, au niveau des protections vêtements, de temps en temps, tu voyais un type qui avait, souvent c'était de ces, moi j'appelle ça les armures, donc c'est pas vraiment une veste, hein, c'est plus un genre de filet avec des protections aux différents endroits dorsales et tout. Mais donc, bah, si tu chutes au niveau de l'abrasion, à moins que tu as la protection qui tient bien à sa place, c'est pas incroyable. Tu vas être protégé en termes de choc, mais pas en termes de chute. Ou enfin de glissade, pardon. Donc c'est de l'entre-deux. Mais déjà ça, on en a vu trois quatre qui avaient ça. Le reste, personne. Et les vrais équipements de moto, les vestes de moto, les pantalons de moto, etc., ça se compte peut-être sur les doigts d'une main le nombre qu'on en a vu. Et la plupart, c'était des voyageurs étrangers. Par exemple, on a vu un couple sur une de ces grosses BMW de voyage, mais pas les GS, celles qui font plus les bateaux de voyage. Est-ce que c'est les K1000? Je crois il y a un modèle qui s'appelle comme ça. Bref, ce type, vraiment ces grosses motos de voyage avec carénage, et ben ça, c'était un couple, je crois qu'ils parlaient allemand, donc c'était un couple d'Allemands. Eux, ils étaient effectivement tout à fait équipés pour la route, pour faire un road trip et tout. Ils avaient des vêtements de moto-route et tout ça, mais voilà, tu vois que c'est des voyageurs, c'est des gens qui font un road trip, tout comme ceux que j'ai croisés en GS, en adventure, etc. Eux aussi, ils étaient super bien équipés en cas de chute, mais voilà, tu vois tout de suite que c'est très certainement pas des personnes du pays. Donc voilà, c'est tout un autre monde, mais ça en reste pas très intéressant. Et je dois avouer que j'avais très envie de tester quelques-unes de leurs petites 200, 250 et tout. Ça avait l'air méga fun à conduire. Et franchement, de ce que j'ai pu un peu observer, ça avait quand même l'air tout à fait qualitatif pour ce que c'est. Donc non, très très cool. Et parfois je me dis, ouais, dommage, tu vois, parce que ces petites super mottes là qu'ils ont, par exemple chez Italica, les DM, franchement,
ça fait des véhicules très très sympas et qui pourraient même être très sympas chez nous dans l'idée. Parce que c'est vrai que les supermotos de nos jours, on en voit de moins en moins et pourtant c'est des véhicules au top quoi. C'est des véhicules très très cool à conduire. Enfin voilà, c'était mon petite histoire du road trip. Hein. Voilà, on n'a que parlé de moto parce qu'on va rester dans le thème de ce podcast. Mais voilà, c'était juste un peu pour vous raconter ce que j'ai pu voir. C'était, voilà, c'est très intéressant comme en fait tu te rends compte que, tu vois, toi, tu es habitué à quelque chose qui est, voilà, tu es habitué à voir ces motos qui partent en général, tu as les 125, tu as les 300, 400, après tu as les 600, et puis tu as les 900, les 1000, voire un peu plus, mais voilà, tu as des gros cylindrés qui envoient vraiment du lourd. Et après, tu te rends compte que, en fait, si t'as, au Mexique, si tu as une 600, je veux dire, tu fumes déjà tout le monde dans la ligne droite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'auras aucun souci à être le plus rapide, à part quelques rares exceptions. Donc c'est assez fou de se dire que, euh, malgré le fait aussi, tu vois, le Mexique, c'est pas un pays, c'est un pays qui vraiment se bat entre la modernité et un peu la pauvreté, tu vois. C'est un petit peu enfin richesse et pauvreté, ça dépend dans quelle zone tu es. À ce qui paraît, le nord est beaucoup plus riche que nous, on était plutôt au sud. Euh, on était, pour ceux qui connaissent, on était dans la péninsule du Yucatan. C'est ça qu'on a vraiment voyagé sur toute la péninsule. On a fait un peu le tour de la péninsule. Donc c'est un peu plus tropical. Il y avait un peu plus de forêt, machin et tout. Mais à ce qui paraît, de ce qu'on a entendu, un peu le nord est un petit peu plus riche et un peu plus capitaliste que la région du bas, en dehors des vraiment grandes villes touristiques. Et donc, effectivement, d'un coup, tu vois que c'est une culture tout à fait différente. Et je trouve ça méga intéressant. Il y a par exemple, pour donner une dernière petite anecdote, ma copine y est allée une semaine avant moi. On a fait ensemble 3 semaines et elle était un mois. Elle a fait une semaine avant et elle était à Mexico City, donc à la capitale. Et la capitale est plus au nord par rapport à là où on était. Et par exemple, là-bas, on lui a dit qu'il y avait un spot très connu des motards où ils n'arrêtaient pas de monter et descendre, comme nous, on pourrait le faire sur nos routes de col. Donc voilà. Et alors malheureusement, elle n'y est pas allée, donc elle a pas, elle sait pas ce que si c'était, voilà, ça m'aurait moins intéressé énormément de savoir qu'est-ce que tu voyais là-bas comme moto. Est-ce que effectivement, c'est aussi des types qui se tirent la bourre, mais en 300, en 125, en 250, ou est-ce que par là-bas, est-ce que tu as plus de peut-être des 600, des 1000, comme nous on pourrait les connaître, vu qu'en plus, plus tu vas au nord, plus tu es proche des États-Unis, donc plus tu es proche des États-Unis, si tu arrives à te payer, peut-être tu peux t'importer par exemple une moto des États-Unis, où là-bas, tu as toutes les grandes marques que nous, on connaît aussi. Donc, voilà, c'est très intéressant. En tout cas, effectivement, Yucatan, concessionnaire Kawasaki, Honda, j'ai pas vu non plus. Enfin voilà, vraiment, ce que tu voyais, c'était des garages qui vendaient des Italica, des Vento, des Baia, on va dire que ça s'appelle comme ça, et des Veloci. C'était le principal. Et quand tu observais, aussi après avoir été regardé sur les sites un peu la tête des modèles, tu voyais que c'était toujours un peu les mêmes que tu revoyais. Donc voilà, je trouve ça passionnant parce que pour finir, tu te rends compte que là où tu te disais que tu roulais par exemple une Kawasaki qui est une marque qui est dans le monde entier, et en fait, pas autant que tu le penses en fait. Tu vois, il suffit d'aller au Mexique et tu vois que si tu regardes, tu cherches un peu, tu t'en trouveras sûrement une ou deux. Mais par rapport à ce qu'on voit nous en Europe, où c'est quand même très vendu les Kawasaki, et là-bas, il y en a, c'est ultra rare, tu vois. Et autant là-bas, tu verras des Italica à tous les coins de rue, que chez nous, une Italica, je suis même pas sûr que tu puisses en trouver une, tu vois. Je suis même pas sûr que ça se vende chez nous, tu vois, vu que, en tout cas, en ayant tapé Italica sur mon ordi, là, tu vois, je tombe tout de suite sur le site mexicain, donc je pense que ça se vend qu'au Mexique. C'est pas un truc, voilà. Mais donc voilà, c'était quelques petites anecdotes comme ça de deux roues que j'ai pu voir de ce qui se fait au Mexique. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les sites, hein, c'est toujours marrant de voir un peu ce qui se fait ailleurs, si ça vous intéresse. Et puis sur ce, j'espère que ce petit podcast de Mexico, voilà, ce petit podcast de Mexico vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager,
à en parler autour de vous. Voilà, si vous connaissez des gens qui aiment bien écouter du podcast et qui aimeraient bien un podcast sur la moto, où il y a parfois un type qui raconte des trucs, où tu te dis il veut en venir où, ils seront à l'endroit parfait. Et puis ben sur ce, je vous dis ciao. Je vais quand même l'essayer. Mexico, Mexico. Oh, c'était pas si mal, j'aurais dû le faire à l'intro. Allez, ciao.